Bonjour à tous, j'espère que la semaine de rentrée en présentiel se passe bien pour vous. Donc j'ai vu l'autre moitié de la classe vendredi et du coup je vous demande de rattraper, je vous fais le cours à distance pour que vous puissiez rattraper en même temps ce qu'on a fait. Avant de passer au cours, je commence par les annonces un peu importantes, puisque comme vous le savez, hein, on se voit de moins en moins et surtout vendredi prochain nous ne nous voyons pas à cause du pont. Et l'arrêt des notes va commencer à se rapprocher, donc il va falloir qu'on fasse une évaluation bientôt. Donc à la prochaine séance, nous ferons une évaluation. Une évaluation qui portera à la fois sur la dernière sous-partie du précédent chapitre, sur les points méthodes et sur les deux premières parties du chapitre que nous sommes en train de faire en ce moment. Je vous enverrai de toute façon d'ici là une fiche de révision dans laquelle je vous dirai exactement ce qu'il y aura dans le contrôle et ce qu'il faudra réviser pour le contrôle, donc ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, le contrôle, un contrôle d'une heure avec une partie cours, une partie méthode, etc. Et voilà, je vous enverrai toutes ces informations-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par corriger les exercices que vous avez demandé de faire en ligne, hein, sur le site La Cuisinière. Alors, je vous ai déjà envoyé la version corrigée, donc c'est pour ça, enfin, la version corrigée en ligne, c'est pour ça que je vais aller très vite. Et après, on enchaînera sur la suite du cours. Je vous ai envoyé en pièce jointe le dossier documentaire du cours où vous avez tous les documents du cours dont vous avez besoin et j'essaierai de vous les faire parvenir de toute façon en main propre le plus rapidement possible, probablement par le biais d'un collègue puisque je ne vous vois pas avant un moment. Voilà. Alors, allons-y pour la correction, notamment la correction du document 4, où on étudiait les différents modes de socialisation, et on étudiait plus précisément l'exemple de la socialisation de Mozart, qui justement, lui, a connu plusieurs modes de socialisation, et on avait vu dans le vocabulaire, donc 3 termes de vocabulaire importants, la socialisation par injonction, la socialisation par imitation, et la socialisation par interaction. C'est de ça que traiter le document. On vous demandait en première question quel est l'apprentissage qu'a reçu Mozart durant son enfance. Mozart a reçu l'apprentissage de la musique et plus particulièrement du piano. Ça, je pense que vous n'aviez même pas besoin du document pour le savoir. Question 2, en lisant le point vocabulaire, quel est le mode de socialisation musicale reçu par la sœur de Mozart? Alors la sœur de Mozart, on vous dit dans le document, c'est la toute première ligne du document, on rapporte que le jeune Mozart assistait à la leçon de piano que le père donnait quotidiennement à sa sœur aînée, donc Nanerl. Donc, si le père donnait une leçon de piano à sa sœur, c'est que c'était une socialisation par injonction. On dit injonction, on dit aussi inculcation, hein, c'est le terme de vocabulaire assez synonyme. Ensuite, on vous demande de surligner, alors là dans l'exercice c'était d'associer, mais bon c'est la même idée, de surligner avec 3 couleurs différentes les 3 mécanismes, et on avait finalement donc les 3 mécanismes de la socialisation, imitation, injonction ou interaction. La première c'était l'imitation. Mozart il a commencé par imiter sa sœur, on vous le dit. Le petit frère ne tarda pas à s'essayer au piano, la rivalité entre frères et sœurs fait partie des moteurs les plus forts de la petite enfance. Pour obtenir une part de l'amour et de l'attention de son père, que son père vouait à sa sœur aînée, il se mit à l'imiter et commença à son tour à tapoter les touches. Donc là on voit que le premier mode de socialisation de Mozart au piano ça a été l'imitation. Ensuite, deuxième mode, ça a été l'injonction, c'est-à-dire le père a décidé de lui apprendre volontairement le piano. C'est plus de l'imitation, c'est volontairement. On le voit, le père remarqua l'intérêt précoce de l'enfant, il prodigua un enseignement systématique à son fils dès sa 3e année. C'était un enseignement rigoureux avec des exercices réguliers. Mozart reçut de son père une formation traditionnelle très approfondie. Donc là, on est typiquement dans la socialisation par injonction. Et enfin, le dernier mode de socialisation, c'est la socialisation par interaction, quand on interagit avec d'autres personnes. Ces voyages lui apportèrent beaucoup, une connaissance encore plus vaste de la vie musicale de son temps. À Paris, il découvrit des œuvres de Lully, Philidor, Schubert. À Londres, les œuvres de Handel et Bach. Il apprit beaucoup de Haydn, lequel éprouvait de son côté la plus grande admiration pour le jeune Mozart. Donc on voit qu'il rentre en interaction avec d'autres gens et qu'il s'enrichit des expériences des autres. Donc ça, c'est typiquement la socialisation par interaction. Question 4. L'enfant est-il davantage passif ou actif dans une socialisation par injonction justifiée? Typiquement, la socialisation par injonction, c'est quand on reçoit des ordres. Donc, dans ce mode de socialisation-là, l'enfant va être passif.
Justement, c'est l'adulte qui lui dicte les normes qu'il doit adopter, donc range ta chambre, ne mets pas les pieds sur la table, dis bonjour, fais ce que je te dis, etc. Donc tout ça, ce sont de la socialisation par injonction. Souvent, les règles de politesse et la plupart des règles dans la petite enfance, on les apprend par injonction. L'école aussi apprend beaucoup de choses par injonction. Quand je vous dis taisez-vous, levez la main, faites votre travail, etc. Tout ça, c'est de la socialisation par injonction. Et là, l'enfant est davantage passif, il doit absorber ce que lui dit l'adulte. Question 5. L'enfant est-il davantage passif ou actif dans une socialisation par imitation et par interaction justifiée? Et c'est là qu'on voit que dans ces deux modes de socialisation-là, l'imitation et l'interaction, l'enfant est davantage actif. C'est lui qui devient le propre acteur de sa socialisation, puisqu'il ne se contente plus d'absorber passivement ce que lui disent les autres, mais justement, il va lui-même être l'acteur de sa socialisation, il va choisir d'imiter telle ou telle personne, et il va s'adapter au comportement des autres. Par exemple, participer à une fête entre amis, être bénévole dans une association, tout ça, ça va faire l'objet de réactions entre plusieurs individus et on va apprendre de nouvelles choses, mais cette fois-ci on va pas les apprendre de façon implicite, on va les apprendre de façon explicite, on va les apprendre de façon implicite, en observant son entourage. Ça va être par exemple une petite fille qui va apprendre à se maquiller en regardant comment fait sa maman. Ça c'est de la socialisation par imitation et on voit que la petite fille elle est active là-dedans. C'est pas sa mère qui lui dit maquille-toi et fais comme ça, c'est la petite fille qui va apprendre à se maquiller un peu d'elle-même en regardant comment fait sa maman. Donc ça c'est typiquement l'exemple de socialisation par imitation. Et l'enfant est davantage actif là-dedans. Ensuite, on vous demande, question 6, de classer les différentes situations sociales suivantes selon le mode de socialisation. C'est ce que j'avais fait sous la forme de QCM. Donc, applaudir à la fin d'un spectacle, ça c'est de l'imitation. On voit tout le monde le faire, donc on le fait nous-mêmes. Quand l'enfant joue au tennis avec son père, ça c'est de l'interaction. C'est le fait que l'interaction entre les deux qui va générer des nouvelles normes sociales, apprendre à respecter les règles, etc. Respecter les limitations de vitesse, ça c'est de l'injonction. Typiquement, la plupart des normes légales qui viennent de la loi, on va les suivre par injonction. Des amis qui mangent en restaurant, ça c'est de l'interaction. Il va y avoir plein de façons de prendre la parole, de se donner la parole, etc. qui dépendent de comment les autres réagissent. Donc ça c'est typiquement de la socialisation par interaction. Se vêtir comme des punks, de l'imitation, quand on s'habille comme quelqu'un, c'est clairement de l'imitation. Faire ses devoirs, de l'injonction, on en a déjà parlé. Une petite fille qui joue à la marelle, ça va être de l'imitation également, on apprend à jouer en regardant les autres, et apprendre à ne pas mettre ses pieds sur la table, ça souvent c'est de l'injonction, comme je vous l'ai dit, les règles de politesse, souvent on apprend ça par injonction. Enfin, la synthèse maintenant, le processus de socialisation, donc je vous demandais de placer les différents termes, donc un grand nombre de nos comportements ne sont pas innés, c'est-à-dire connus dès la naissance, mais ils sont acquis lors de la socialisation. Ce mécanisme permet aux individus d'intérioriser les normes et les valeurs de la société dans laquelle ils vivent. Intérioriser, c'est incorporer, c'est le fait que ça devienne naturel. Les valeurs sont des idéaux auxquels adhèrent les membres d'une société et qui se concrétisent dans des normes qui donnent les règles de conduite. La socialisation peut se faire de manière explicite et contraignante par injonction, quand on donne un ordre, ou de manière plus diffuse et inconsciente par imitation ou par interaction lors de jeux par exemple. La socialisation qui a lieu pendant l'enfance et l'adolescence est la socialisation primaire, suivie par la socialisation secondaire à l'âge adulte et jusqu'à la fin de la vie. Ainsi, la socialisation est un processus puisqu'elle dure toute la vie et ne cesse d'évoluer. Elle permet à l'individu de s'intégrer dans la société, assurant ainsi la cohésion sociale, mais aussi de construire sa propre identité individuelle et sociale. Donc c'est bien important de retenir ça, la socialisation c'est tout le processus par lequel on va apprendre des normes et des valeurs, ce qui nous permet d'appartenir à un groupe, puisqu'on apprend les normes et les valeurs de la société dans laquelle on vit, et du coup ça permet la cohésion sociale, parce que c'est parce qu'on respecte à peu près tous les mêmes normes et les mêmes valeurs qu'on peut vivre dans la même société. Mais ça permet aussi aux individus de se construire leur propre identité. On l'a vu par exemple, la petite fille qui imite sa maman en train de se maquiller, elle va intérioriser des normes associées à la beauté, au maquillage, etc. Et ça va permettre aussi de se construire en tant que personne féminine, de la même façon qu'un petit garçon qui regarde son papa jouer au foot par exemple, qui va intérioriser aussi des normes à ce niveau-là. On en reviendra d'ailleurs plus tard dans la troisième partie sur les normes différentes en fonction des filles et des garçons. On verra aussi qu'on n'est pas tous socialisés de la même façon, mais ça, ce sera dans la troisième partie du cours. Voilà, donc on a terminé pour cette première partie, et maintenant, on va s'intéresser à qui sont les personnes qui nous socialisent. Donc on passe au grand 2,
Qui sont les principaux agents socialisateurs? Et j'en profite pour placer un petit mot de vocabulaire. On va parler d'agents socialisateurs ou d'instances de socialisation. Donc ce qu'on appelle les instances de socialisation ou les agents socialisateurs, ce sont toutes les personnes qui nous transmettent des normes et des valeurs. D'accord? Toutes les personnes, tous les groupes de personnes, toutes les institutions qui transmettent à un enfant le plus souvent, mais ça peut aussi être à un adulte, des normes et des valeurs. Ici, on va davantage s'intéresser aux enfants. Donc globalement, il y a des personnes, donc tout le monde peut potentiellement transmettre des normes et des valeurs, mais il y en a des plus ou moins importantes. Et ici, on va insister sur les principales, notamment pendant l'enfance. Donc la principale instance de socialisation, je pense que vous l'auriez deviné, c'est évidemment la famille, puisque les premières normes qu'on apprend, ce sont les normes que nous transmettent nos parents, ou oncles, tantes, frères, sœurs, etc. Mais la façon de parler, la langue, la politesse, tout ça, on va l'apprendre dans la famille. La deuxième instance de socialisation la plus importante, ça va être l'école, puisque à l'école, on va apprendre un très grand nombre de savoirs scolaires, mais aussi de savoir-être. Donc la famille, l'école. Un troisième groupe qui va être aussi très important, ça va être, pour le dire simplement, les amis. En fait, nos camarades de classe, les gens avec qui on reste, ça forcément, ils vont nous transmettre un certain nombre de normes et de valeurs. En sociologie, on ne dira pas les amis ou les camarades, on dira le groupe de pairs. Et attention, pairs, ça s'écrit P-A-I-R-S. On dit les pairs. En gros, le groupe de pairs, c'est les gens qui nous sont équivalents. Par exemple, moi, mon groupe de pairs au lycée, ce sont les professeurs dans la salle des professeurs. Vous, vos pairs au lycée, ce sont vos camarades de classe, d'accord? Ou vos amis de votre âge à l'extérieur du lycée. Voilà, le groupe de pairs, c'est les gens qui nous ressemblent, c'est les gens qui sont comme nous. Et évidemment, le groupe de pairs sont une instance de socialisation qui vont nous transmettre aussi des normes et des valeurs. On pourrait aussi avoir une quatrième instance de socialisation qui a aussi son importance, notamment à l'adolescence, c'est les médias. Donc les médias, ça va être l'ensemble de la télévision, Internet, les réseaux sociaux, et évidemment par les films, les séries et les réseaux, on va aussi absorber un certain nombre de normes et de valeurs. Et justement, dans cette partie-là, on va revenir un petit peu sur toutes les spécificités qu'ont chacune des instances de socialisation. Donc en commençant par la famille, on verra ensuite un document sur l'école, puis sur le groupe de pairs et enfin sur les médias. Donc allons-y et on va commencer tout de suite par l'étude du document 5, filiation politique entre les enfants et leurs parents, et ça va nous permettre de réviser un certain nombre de choses sur la lecture de pourcentage et la lecture graphique. Donc je vous affiche le document et puis on répond aux questions ensemble. Donc on voit que c'est un document statistique qui nous montre la filiation politique entre les enfants et leurs parents. Donc les enfants peuvent être de droite, de gauche ni de droite. En rupture, ça veut dire rupture, changement de camp politique par rapport aux parents. En décrochage, ça veut dire pas d'orientation politique alors que les parents en avaient une. Ou hétérogène, ça veut dire difficilement identifiable car orientation politique différente chez les parents. Bon. Et on voit qu'on a ici une aide à la lecture. On voit que lecture, 19% des personnes interrogées partagent une idéologie politique de droite avec leurs parents. Donc ça va nous aider, hein. Évidemment, il faut toujours faire attention à la lecture, la phrase de lecture sur les documents, parce que ça nous aide beaucoup sur les lectures que l'on doit faire. Donc, on vous demande, première question, de rédiger une phrase avec les données entourées. Alors, on voit que là, on a un 23% et un 29%. Bon, regardons à quoi ça correspond. 23%, ça correspond aux personnes qui sont de gauche et qui sont de gauche comme leurs parents, hein, parce que là, c'est bien la filiation politique entre les enfants et leurs parents. Et là, le 29%, c'est les personnes qui sont ni de gauche ni de droite et qui sont ni de gauche ni de droite comme leurs parents. Donc, maintenant, si je résume tout ce qu'on vient de dire et que je fais la phrase attendue, d'après le CEVIPOF, hein, je dis toujours bien la source, d'après le CEVIPOF en 2017, 23% des personnes interrogées partagent les préférences politiques de droite de leurs parents et 29% des personnes interrogées partagent avec leurs parents une absence de préférence politique entre la gauche et la droite. Vous voyez, je fais bien ma phrase de lecture, je cite bien la source, la date, le pays, et
et je précise bien quel est mon ensemble et quel est mon sous-ensemble. Ensuite, question 9, expliquez les préférences politiques des parents sont-elles fortement partagées par leurs enfants? Justifiez votre réponse à l'aide de chiffres. Donc ça, c'est vraiment important hein, de savoir, quand on répond à une question comme ça, expliquer un raisonnement et surtout répondre à une question en utilisant les données du document qu'on a là. Alors là, globalement, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire que les enfants ont le plus souvent ont le plus souvent les mêmes préférences politiques que leurs parents. Ben là, de ce qu'on dit, on a l'impression que oui, hein, parce que si on additionne les 19% qui sont de droite comme leurs parents, les 23% qui sont de gauche comme leurs parents, et les 29% qui sont ni de gauche ni de droite comme leurs parents, en fait, c'est la majorité. Vous voyez que, donc, en fait, il faut juste que j'enlève ceux qui sont en rupture, les 5%, les 10% qui sont en décrochage et les 14% qui sont hétérogènes. J'additionne les trois, donc 19 plus 23 plus 29, ça me donne 71%. Donc je vois que 71% des jeunes ont des préférences politiques identiques à leurs parents. Hein. Les trois premiers, c'est ceux qui ont une préférence identique. Bah, je vois que effectivement, c'est une très très grande majorité, donc je peux soutenir ça. Donc si je résume et que je mets tout ça dans une phrase, les préférences politiques des parents sont fortement partagées par leurs enfants. En effet, 71% des personnes interrogées ont des préférences politiques ou une absence de préférence politique identique à celle de leurs parents. Voilà. Donc c'est fini pour ce document-là. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que du coup, ce qu'on retient, c'est que déjà, les préférences politiques des parents souvent sont transmises aux enfants. Souvent, les enfants ont les mêmes préférences politiques que leurs parents. Et comment on peut expliquer ça? On explique ça par le fait qu'en fait, c'est pas forcément étonnant, c'est que notre famille va nous transmettre un certain nombre de normes et de valeurs qui vont rester ancrées en nous et qui vont peut facilement être remise en question. Ça arrive, hein, les remises en question, par exemple, plus tard, à l'âge adulte, dans le monde du travail, ou si on rejoint un syndicat, il y a des personnes qui vont nous transmettre des normes et des valeurs politiques différentes, et du coup, on va changer d'orientation politique. C'est possible. Mais en fait, c'est assez rare, et pourquoi c'est assez rare? C'est parce que les valeurs et les normes qui nous sont transmises par la famille, elles sont profondément ancrées. Principalement parce qu'elles arrivent très tôt dans le processus de socialisation et aussi parce que elles ont été transmises par la famille, donc il y a une dimension affective qui fait que elles vont rester très profondément ancrées à l'intérieur de nous et elles vont pas facilement être remises en cause par d'autres instances de socialisation et notamment à l'âge adulte. Donc ce qu'il faut retenir là, une petite phrase à retenir pour ce document, les normes apprises dans la famille sont fortement intégrées car elles sont arrivées tôt dans le processus de socialisation. C'est pourquoi on garde souvent longtemps des valeurs proches de celles de notre famille. Voilà, donc c'est fini pour le document 5, et passons maintenant au document 6, où on va étudier le rôle de l'école dans la socialisation. Donc je vous affiche le document, on va le lire ensemble, et puis on répond ensuite aux questions. Document 6, le rôle de l'école dans la socialisation. La socialisation scolaire engage en fait 3 grands types d'apprentissage. Premier tiré, l'école est tout d'abord le lieu de l'apprentissage de contenus et de compétences qui sont explicitement présentés comme des savoirs scolaires à acquérir. Deuxième tiré, à cet aspect explicite et éducatif, s'ajoute cependant, comme dans toute autre forme de socialisation, une dimension implicite, faite d'apprentissage plus diffus et moins visible, d'apprentissage d'un certain rapport au temps et à l'espace, ainsi que d'usage particulier du corps, ou encore intériorisation de schèmes sociaux liés à l'organisation de la société. Les schèmes, petite parenthèse, les schèmes sociaux, c'est les schémas sociaux, c'est les schémas mentaux, c'est les organisations sociales. Définition sociale de l'intelligence, de la division du travail, légitimation de l'ordre social à partir de conceptions méritocratiques, etc. Et troisième et dernier tiré, enfin, on peut ajouter à ces 2 dimensions de la socialisation scolaire tout ce qui s'apprend à l'école, mais soit dans la marge de l'institution, par exemple la socialisation sentimentale et culturelle par les pairs. Donc là, ce qu'on veut dire par socialisation sentimentale, c'est apprendre à tomber amoureux, et socialisation culturelle, ça va être par exemple apprendre à écouter du rap, ce qui se fait beaucoup à l'école, au collège et au lycée. Soit même contre elle, comme tricher pendant un contrôle ou fumer dans les espaces où c'est interdit. Donc évidemment, apprendre à tricher ou à fumer, ce n'est pas des normes qui sont transmises par l'école, mais on peut les apprendre à l'école, par les pairs, et du coup, ça fait partie des choses qu'on apprend à l'école.
Donc, on vous demande, question 1, quels sont les 3 types d'apprentissage qui se font à l'école? Et question 2, donnez un exemple de la socialisation scolaire explicite puis implicite. Alors, déjà, un petit point de vocabulaire avant de répondre à ces questions-là, revenir vraiment sur les notions de implicite et explicite, parce que c'est des notions qui sont un peu transversales à tout le cours de sociologie, et c'est important de les comprendre. On vous avait dit, dans les modes de socialisation, le mode de l'injonction, il est explicite, ça veut dire qu'on dit qu'on est en train de socialiser, alors là où l'imitation et l'interaction, c'est davantage implicite. Donc en fait, ce qui est explicite, ça veut dire qui est clairement dit, clairement énoncé. Là où ce qui est implicite, c'est sous-entendu, c'est non dit, c'est diffus. D'accord? Donc, explicite, clairement dit, implicite, sous-entendu. Voilà, c'est ça que ça veut dire implicite et explicite. Alors, maintenant, quels sont les 3 types d'apprentissage qui se font à l'école? À l'école, on apprend 3 types de choses. Premièrement, les savoirs explicites, c'est-à-dire les savoirs scolaires. Donc, à l'école, on apprend des mathématiques, de la géographie, de la sociologie, par exemple. Donc ça, c'est en gros tout ce que vous apprend volontairement l'école. On vous apprend aussi à lever la main, etc. Mais deuxièmement, on vous apprend aussi des savoirs implicites. Donc ça, c'est le deuxième type de savoir. Ça, c'est des savoirs sous-entendus. Par exemple, on vous apprend à ne pas parler trop fort en classe, on vous apprend à chuchoter, on vous apprend à aussi aller aux toilettes à la pause et pas pendant la salle de classe. Donc apprendre à rester assis pendant 1 heure, par exemple, ou apprendre, apprendre à se retenir pour pouvoir aller aux toilettes au bon moment. Ça, c'est des choses qu'on ne va pas forcément vous le dire explicitement, mais à force d'aller à l'école, on va l'apprendre et l'intérioriser. Donc ça, c'est le deuxième type de savoir qu'on apprend aussi à l'école. Et enfin, le troisième type de savoir, c'est ce troisième tiré, c'est des apprentissages qui sont non voulus, qui se font à la marge de l'institution, comme la triche, qui passe par le groupe de pairs notamment, la socialisation sentimentale, apprendre à tomber amoureux, etc. etc. Donc tout ça, c'est des choses qui se passent aussi à l'école, mais qui se font à la marge de l'institution, voire contre l'institution. Donc, 3 types d'apprentissage, explicite, implicite ou non voulu, à la marge. Question 2, on vous demande de donner un exemple de socialisation scolaire implicite et de socialisation scolaire explicite. Donc ça, on a déjà donné plusieurs exemples, donc je vais passer assez vite. Des exemples de socialisation scolaire explicite, il y a apprendre ses leçons, lever la main avant de parler, donc tout ce qu'on vous demande explicitement de faire. Donc typiquement, en fait, tout ce qui est écrit dans votre règlement intérieur, ce sont des savoirs scolaires explicites, de la socialisation explicite. On vous demande de le faire et si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir 1 heure de retenue. Alors que la socialisation implicite, ça va être tout un ensemble de choses qu'on respecte sans que ce soit forcément verbalisé. Parler avec respect, par exemple. Vous voyez son professeur. Voilà, on avait déjà parlé dans la précédente session, mais apprendre à vous voyer quelqu'un, j'ai pas eu besoin de vous l'apprendre, j'ai souvent même pas besoin de vous reprendre, vous l'avez intériorisé, ça vous paraît naturel. Voilà, ça c'est de la socialisation scolaire implicite qui se fait petit à petit depuis l'école primaire jusqu'au collège-lycée. Voilà. On a fini pour la socialisation scolaire. Alors, maintenant, on va passer au document 7, où on va étudier justement l'importance de la socialisation par les pairs, par le groupe de pairs. Attention, pairs, P-A-I-R-S, pas les pères, les papas. On commence par lire le document ensemble, et puis après, on répond aux questions. Donc, document 7, la socialisation scolaire face à la socialisation par le groupe des pairs. La culture scolaire, maintenant concurrencée par les médias, télé et radio, et par la société des pairs, a de plus en plus de mal à imposer ses normes. Tous les sociologues de l'éducation le constatent. Il serait abusivement optimiste de penser que les identités adolescentes se construisent désormais en toute liberté et en privilégiant l'authenticité. Dominique Pasquier insiste sur le poids du conformisme des groupes de jeunes et de la pression qu'ils exercent sur les choix individuels. On soigne son look avant de partir au lycée en pensant au regard des autres. On écoute du rap ou du reggae pour aussi signer son apparence au groupe de ses amis. On a supprimé l'uniforme en classe, mais les jeunes se sont donné entre eux de nouvelles consignes vestimentaires parfaitement rigides. La ségrégation des sexes a été abolie, mais dans la vie scolaire de tous les jours, les échanges entre garçons et filles sont soumis au contrôle constant des groupes. L'école se montre moins exigeante dans le maniement du français, mais la maîtrise de certains codes du langage adolescent est une condition nécessaire pour participer aux interactions autour de soi. Si on ne se comporte pas comme les autres, la sanction n'est plus d'être viré du bahut, mais de ne pas avoir d'amis, ce qui peut être pire à cet âge. Alors, on vous demande en première question,
décrire, selon l'auteur, quelles instances de socialisation interviennent principalement dans la socialisation des jeunes. Là, quand on parle des jeunes, on parle surtout des lycéens dans cet exemple-là. Alors, l'auteur, là, dans ce texte, elle met en évidence l'importance des médias, c'est la première ligne, hein. On est concurrencé par la télé et la radio, mais elle va surtout insister, en fait, sur le groupe de pairs. Alors, on va définir un petit peu ça, parce que ça fait 2 fois qu'on en parle, mais sans vraiment le définir. Les pairs, ce sont l'ensemble des personnes ayant des caractéristiques communes, comme l'âge, la profession ou le diplôme. Donc, à l'adolescence, les pairs, ce sont principalement les camarades de classe. Et c'est justement sur ce groupe-là, l'importance de ce groupe-là, que met en avant la sociologue ici. Alors, question 2, on vous demande comprendre par quel mécanisme les jeunes sont-ils incités au conformisme. En quoi, en gros, comment le groupe de pairs fait pour imposer des normes et des valeurs, fait pour que tout le monde se conforme aux règles du groupe. On voit que, et elle le dit là dans le document, que ça se passe notamment par plein de mécanismes qui sont mis en place, notamment de mise à l'écart si jamais on ne respecte pas les normes. C'est ce qu'on avait vu dans la définition de norme sociale. Une norme, c'est une règle de conduite, implicite ou explicite, dont la transgression entraîne des sanctions formelles ou informelles. On avait vu que si on ne respecte pas telle norme ou telle norme, on peut être mis à l'écart. Là, ça va être un petit peu la même chose dans les groupes de jeunes. Si on ne respecte pas la norme du groupe, par exemple le fait de parler d'une certaine façon, on peut être mis à l'écart. Typiquement, voilà, si vous... Enfin, moi je l'ai vu, même parmi mes élèves, si vous parlez d'une façon un petit peu trop soutenue, tout de suite on va avoir des insultes qui fusent de type faillot, etc. Donc, bouffon aussi. Donc en gros, toutes ces normes, elles vont être transmises notamment par des mécanismes comme la moquerie, voire les insultes, et surtout la mise à l'écart par les pairs, qui organise en fait un contrôle social qui incite les jeunes à transmettre des normes et des valeurs. Globalement, si on ne respecte pas les normes du groupe, de notre groupe de pairs, de notre groupe d'amis, on risque de ne pas avoir d'amis, d'être mis à l'écart, et ça, c'est problématique à l'adolescence. Donc, on en vient à suivre les normes, ne serait-ce que les normes vestimentaires, par exemple, ou les normes langagières. Question 3, analyser, montrer qu'il peut exister des contradictions entre les normes et les valeurs transmises par les différentes instances de socialisation. En gros, ce qu'on vous demande de mettre en évidence ici, c'est que les normes et les valeurs ne sont pas les mêmes en fonction d'une instance ou de l'autre. Et là, c'est assez évident dans le groupe de pairs, c'est-à-dire qu'en fait, les normes qui sont transmises par les pairs sont différentes que les normes qui sont transmises par exemple par la famille ou par l'école. Si je prends un exemple, parce qu'on vous demande de montrer, donc de vous donner un exemple, les pairs peuvent par exemple encourager la tricherie ou encourager la violence, encourager les gens du groupe à se battre, là où en général ce sont des comportements qui sont sanctionnés par la famille ou par l'école, sanctionnés négativement. Voilà. Donc là, voilà, c'est un exemple, on aurait pu en citer d'autres, qui me permet de montrer que les normes et les valeurs qui sont transmises par le groupe de pairs ne sont pas exactement les mêmes que les normes et les valeurs qui sont transmises par d'autres instances de socialisation, par exemple par l'école ou par la famille. Voilà, donc on a fini pour le document 7 et pour l'importance du groupe de pairs. Ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe de pairs, il prend de plus en plus d'importance à l'adolescence. On avait montré que pendant l'enfance, et notamment la petite enfance, c'était la famille qui avait le plus d'importance, que l'école venait ensuite, mais au moment du collège-lycée, et puis jusqu'à la fin de la vie adulte, le groupe de pairs va avoir de plus en plus d'importance et transmettre de plus en plus de normes et de valeurs aux individus. On en vient à la dernière instance de socialisation, les médias, en étudiant le document 8, donc on le lit ensemble puis on répond aux questions. Document 8, le rôle du cinéma et des séries. Un sociologue, donc là on vous dit que le sociologue c'est Herbert Blumer, un sociologue analysait le rôle du cinéma dans la formation d'expériences personnelles. Son enquête se fonde sur des interviews avec des enfants et des dissertations rédigées par des lycéens et des étudiants sur le thème de leurs souvenirs liés à des films. L'amour et les relations hommes-femmes sont au cœur des descriptions recueillies. Il s'agit visiblement moins d'un apprentissage des sentiments que des gestes et des comportements physiques, c'est-à-dire des manières de manifester l'émotion amoureuse et d'extérioriser le désir de séduction. Le cinéma est un répertoire de rôles. Les acteurs proposent des solutions très concrètes à un problème. Comment plaire ? Mon travail d'analyse de séries télévisées montre que ces histoires apprennent à gérer les émotions à un âge où elles sont parfois étouffantes tant elles sont fortes. C'est encore une étude de Dominique Pasquier. Donc, déjà, première question, on vous demande pourquoi le cinéma a-t-il une influence sur le comportement de l'enfant et
et on vous demande d'appuyer sur la phrase soulignée. Donc la phrase soulignée, c'était « Le cinéma est un répertoire de rôles ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on ne va pas être socialisé uniquement par les gens qu'on rencontre en vrai, c'est-à-dire la famille, l'école et les pairs. On va aussi être socialisé par les médias, par exemple les films, les séries, ou aussi la publicité. C'est-à-dire que la publicité, les films, les séries vont nous transmettre tout un ensemble de façons d'être, de façons de se comporter que nous, on va absorber. Donc le cinéma, il propose des modèles de conduite, justement, pour les jeunes, souvent c'est quand on est enfant et qu'on est le plus influençable, qui font qu'on va s'identifier à certains personnages, et surtout, le fait de voir une série sur telle situation ou telle situation, ça permet de s'imaginer dans la même situation, et donc d'anticiper comment nous, est-ce qu'on réagirait dans telle ou telle situation. Donc en gros, le cinéma, ça a une influence sur les comportements parce que ça nous transmet des normes et des valeurs et ça nous permet de nous imaginer dans certaines situations. Là notamment, dans certains domaines en particulier, on va revenir justement dans la question 2, puisque la question 2 vous demande dans quel domaine le cinéma ou les séries permettent-ils des apprentissages. Et là, l'auteur insiste sur le fait que, pour elle, et d'après les études qu'elle a faites en interrogeant un certain nombre de jeunes, le cinéma et les séries permettent des apprentissages dans les gestes et surtout les façons de manifester l'émotion amoureuse. On va apprendre à extérioriser le désir de séduction, gérer ses émotions, apprendre comment faire comment faire un face-à-face amoureux, et on va apprendre comment parler, comment interagir, etc. Et donc dans la plupart, et c'est vrai que les émotions amoureuses, c'est quelque chose qu'on va voir dans la plupart des films, dans la plupart des séries, où quand on est enfant, on n'a pas forcément l'expérience de ça, et du coup, les films vont être un moyen de se projeter dans des identités genrées, par exemple, identités d'hommes, de femmes, etc. Après, au-delà de ça, les apprentissages, ils peuvent aussi concerner d'autres choses, la manière de se comporter dans le groupe de pairs, en famille, etc., en fonction des contextes. Et c'est vrai que certaines séries ou certains films, après, vont développer certains contextes qui peuvent être des répertoires de référence desquels on va s'inspirer après pour avoir nos modèles à partir desquels on va générer nos comportements. Voilà. Question 3 ensuite, en prenant l'exemple de série, expliquer ce qu'elle peut apporter aux jeunes spectateurs, là, je vous laisserai remplir vous-même en prenant l'exemple d'une série que vous regardez et comme ça nous permettra de débriefer en classe après ce qui vous parle le plus. Par exemple, moi je pourrais prendre des exemples de séries médicales comme Doctor House ou Scrubs, etc., qui permettent de voir de savoir comment se comporter à l'hôpital, comment se comporte un médecin, avoir un début de socialisation professionnelle. Mais on pourrait en avoir plein d'autres et répondez tout seul sur votre cahier en fonction des séries que vous regardez en essayant de mettre en évidence, d'objectiver pour vous-même quel type de comportement peut-être vous avez appris depuis une série ou depuis un film si ça vous parle plus pour les films. Voilà. Ensuite, donc on a fini pour ce document-là, on va passer à la synthèse. Alors normalement, je devrais vous laisser faire la synthèse tout seul, pour qu'on puisse corriger, etc. Mais comme je veux qu'on termine cette partie de cours pour qu'on puisse faire l'évaluation sur ce bout de cours la prochaine fois qu'on se voit, je vais corriger directement ici la synthèse. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est qu'évidemment vous notiez la correction qu'on est en train de faire dans le dossier documentaire. Donc ce qu'il faut noter, c'est que la famille joue un rôle essentiel lors de la socialisation primaire car elle intervient précocement, durablement et généralement dans un climat affectif qui favorise la transmission aux enfants de valeurs, de normes et de savoir. Donc c'est la toute première instance de socialisation, c'est la famille et c'est des normes et des valeurs qui vont être durables. Deuxième instance de socialisation, ça va être l'école. Donc l'école constitue une autre instance de socialisation importante. L'enfant y apprend non seulement des savoirs scolaires, mais il y intériorise aussi des normes et des valeurs comme le respect, l'honnêteté et des règles de vie en société. Mais la socialisation à l'école se fait aussi dans des lieux plus informels comme dans la cour de récréation. Et justement, on avait vu qu'il y avait différents types de savoirs. Donc là, on va remplir le petit schéma bilan où on voit que l'école, c'est un lieu d'apprentissage de 3 types de savoirs. Des apprentissages explicites, des compétences, des programmes, des savoirs scolaires enseignés par le professeur, la méritocratie, l'école obligatoire, les valeurs laïques et républicaines, etc. Ensuite, des savoirs
implicite, un rapport au temps, à l'espace, un usage particulier du corps, à la hiérarchie sociale, au contrôle de soi. Et enfin, des savoirs non voulus ou aux marges, comme la triche, les sentiments, etc. Enfin, pour finir, dès l'enfance, les individus s'influencent mutuellement. On parle de socialisation par les pairs. À partir du collège, les amis prennent une importance grandissante et mettent en place un contrôle social implicite au sein du groupe de pairs. Nouveaux types de vêtements, vocabulaire, comportements sont imposés par le groupe. Imposés entre guillemets, mais c'est imposé socialement. La volonté d'appartenir au groupe contraint les jeunes à suivre ces règles de conduite de crainte d'être mis à l'écart. Et enfin, dernière instance de socialisation, les médias et les réseaux sociaux participent également à la socialisation en participant à la construction d'une culture adolescente et en véhiculant des normes. Voilà, donc c'est terminé pour le grand 2, on a fini pour le grand 2 sur les différentes instances de socialisation, j'espère que c'est suffisamment clair. Évidemment, la trace écrite du cours est entièrement disponible dans le cahier de texte sur le NT. N'hésitez pas à me poser des questions sur le NT si jamais il y a des incompréhensions, des choses qui ne sont pas bien claires. La prochaine fois qu'on se voit, du coup, il y aura une évaluation à la fois sur la fin du précédent chapitre, sur le début de ce chapitre-là et sur les points méthodes. Voilà, à très vite.